Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Cédric Legrand, directeur de la FKCCI, la Chambre de commerce et d'industrie française en Corée. Je suis avec Sonia Chayeb, responsable commerciale de la FKCCI. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec vous sur l'économie et le marché coréen. Nous allons voir que l'économie coréenne se porte bien, que les perspectives économiques sont bonnes et que les transformations en cours du marché coréen sont pleines d'opportunités pour les exportateurs et les investisseurs français. Et nous verrons avec Sonia quelles sont les modalités pour se saisir de ces opportunités et faire de la Corée donc votre nouveau relais de croissance pour votre développement à l'international. Alors, si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser la fonction de questions-réponses dans Zoom. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Je vous propose de commencer cette présentation générale de la Corée par la population coréenne. Donc, le pays compte 52 millions d'habitants. Cela représente 77% de la population française. Cette population est très concentrée puisque la moitié de la population vit à Séoul ou dans sa banlieue. On compte 10 millions d'habitants à Séoul même. Donc, la population coréenne a connu des augmentations modérées au cours de ces dernières années et même une légère baisse sur 2020 liée à la fois à un solde d'accroissement naturel négatif et une diminution du nombre de ressortissants étrangers liés au Covid. Donc, le nombre d'étrangers aujourd'hui a diminué de 6%. Il représente que 3,3% de la population, donc l'impact est quand même assez modéré. L'impact du Covid a également été assez modéré sur le solde naturel. Un mot sur la pyramide des âges. Donc, on voit qu'en Corée, les jeunes sont de moins en moins nombreux en raison d'un indicateur conjoncturel de fécondité qui est très faible. C'est l'un des plus faibles au monde à 0,92, donc quand on est à 1,84 en France. En revanche, on constate que le nombre de personnes en âge de travailler est assez proche en France et en Corée, 37 millions donc en Corée contre 41 millions en France. Ça signifie que la taille du marché du travail coréen est assez comparable à celle de la France. Et cette structure est aussi importante à prendre en compte selon le profil de consommateur que vous souhaitez toucher en Corée. Alors, la croissance de l'économie coréenne ces dernières années se situait autour de 3%. Elle est descendue à 2% en 2019 et a été négative en 2020, comme dans beaucoup de pays, mais en résistant de façon assez unique puisque la chute a été limitée à 1%. Les prévisions pour 2021 tablent sur un rebond de plus de 3%. La Banque de Corée prévoit une croissance de 3,2%, tandis que la prévision moyenne des grandes banques d'investissement se situe à 3,6% et même autour de 4% pour Goldman Sachs, JP Morgan et UBS. Alors, grâce à cette résilience, la Corée a gagné 2 places dans le classement des plus grandes économies mondiales et s'est hissée à la 10e place en 2020. La résistance enregistrée par l'économie coréenne en 2020 est notamment liée à la stratégie de business continuity, rapidement adoptée par les pouvoirs publics coréens qui ont veillé à garantir d'une part l'efficacité des mesures sanitaires pour contenir la progression du Covid, toutefois sans entraver la continuité de l'activité économique et en particulier sans confinement. Alors, les difficultés économiques en Corée sont essentiellement venues de l'extérieur en se traduisant par une baisse des exportations, comme on le verra après. Et globalement, la consommation intérieure s'est bien maintenue. En particulier, le e-commerce a connu un bond important. Il a augmenté de 26% en 2020 et il représente désormais plus de 30% de la vente en détail. La hausse la plus importante concerne le F&B, avec une hausse de 109% pour la livraison de repas et 66% pour les produits agroalimentaires sur l'année 2020. Par ailleurs, comme les Coréens ne peuvent plus dépenser à l'étranger ou en duty-free, cela a conduit à d'importantes mutations dans les modes de consommation qui ont été au final très favorables aux produits français, en particulier tous les produits haut de gamme, les produits premium et les produits de luxe. Voilà. Les 2 autres moteurs traditionnels de la croissance coréenne
sont bien entendu les exportations et l'innovation qui sont au cœur du plan de relance coréen pour 2021, le Green New Deal et le Digital New Deal. Alors, les exportations coréennes ont donc diminué en 2020 de 5,4% pour s'établir à 513 milliards de dollars. Alors, comparativement aux autres pays, elles ont plutôt bien résisté puisque la Corée a gagné une place dans le classement des principales puissances exportatrices pour se situer à la 6e position en 2020. En volume, la Corée exporte surtout des semi-conducteurs, des appareils électroniques comme des smartphones ou des écrans et des voitures. Alors, le marché automobile mondial a chuté et les exportations de voitures ont donc enregistré une baisse de 13% en 2020. Mais les semi-conducteurs se sont bien portés et surtout les prix sont repartis à la hausse en 2020 après une chute assez sensible en 2019. Parmi les autres exportations qui ont connu des hausses de plus de 50% en 2020, il y a notamment les produits du secteur de la santé et les ordinateurs qui se sont évidemment bien vendus au cours de toute cette période. Alors, sur les 10 premiers jours de ce mois, le mois de mars, les exportations coréennes ont fait un bond de 25% par rapport à la même période, grâce au dynamisme du marché des semi-conducteurs qui est actuellement sous tension, et également grâce à la reprise progressive du marché automobile. En particulier, les exportations vers l'Europe ont augmenté de 50%. Donc, en cumulé depuis le 1er janvier 2021, les exportations coréennes s'élèvent à 109 milliards de dollars, soit plus 13% par rapport à l'année dernière. Voilà, donc l'économie coréenne se porte bien et c'est l'une des raisons pour lesquelles les perspectives de croissance ont été revues à la hausse ces derniers jours par la plupart des institutions économiques et financières et par les grandes banques d'affaires. Voilà, donc la Corée continue à être aussi très active en matière de négociation de libre-échange pour promouvoir ses exportations. Donc, on l'a vu récemment avec le rôle joué par la diplomatie coréenne dans les négociations du RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui a été signé en novembre dernier par 15 pays de la région Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les accords de libre-échange de la Corée couvrent 84% du PIB mondial. Il y a notamment le fameux accord de libre-échange signé avec l'Union européenne en 2011, qui a conduit à une forte augmentation des échanges entre la France et la Corée. Donc cette politique commerciale, elle est intéressante pour les exportations françaises, bien sûr, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent investir en Corée pour l'utiliser comme une base régionale. Voilà. Du côté des importations, donc elles ont chuté en 2020 de 7,1%, donc davantage que les exportations. Donc au total, la balance commerciale s'est plutôt améliorée en 2020 et a enregistré un solde positif à 45 milliards de dollars en 2020 et a tendance à se dégrader un peu sur le début de cette année 2021. Alors, la Corée est également un pays très innovant. C'est un des moteurs essentiels de croissance de la Corée. Elle compte en particulier 430 000 chercheurs et la R&D emploie 525 000 équivalents temps plein, soit 16% de plus qu'en France, malgré une population inférieure. Les dépenses de R&D atteignent 89 000 milliards de won, soit à peu près 66 milliards d'euros, contre 53 milliards d'euros en France. Et le gouvernement a annoncé que son objectif était de dépasser les 100 000 milliards de won en 2021. Alors, rapporté au PIB, les dépenses de R&D atteignent 4,6% du PIB, ce qui place la Corée au 2e rang mondial derrière Israël. Voilà. Et la particularité de la R&D en Corée, en tout cas par rapport à la France, est que ces dépenses viennent surtout des grands groupes. Par exemple, Samsung est l'une des entreprises qui consacre le budget le plus important au monde à la R&D en valeur absolue, avec environ 17 milliards de dollars, c'est-à-dire autant
que toutes les institutions publiques françaises, en incluant les universités. D'ailleurs, la Corée a été consacrée comme le pays le plus innovant selon le Bloomberg Innovation Index, qui a été publié le mois dernier, et cela pour la 8e année consécutive. La Corée est également le pays où il y a le plus de dépôts de brevets rapportés à la population ou au PIB. L'innovation vient aussi du cadre réglementaire, puisque la Corée n'hésite pas à faire évoluer sa législation pour permettre le développement de nouveaux produits et de nouveaux services. Elle autorise même un grand nombre de projets sandbox, c'est-à-dire des projets expérimentaux qui se heurtent à des problèmes réglementaires, mais qui sont autorisés à titre exceptionnel pour favoriser la recherche et l'innovation et éventuellement pour faire évoluer la réglementation. J'ajouterai enfin sur l'innovation qu'elle est stimulée par les consommateurs coréens. On constate que les consommateurs sont demandeurs d'innovation, ils sont curieux, ils recherchent la nouveauté et surtout, ils sont prêts à tester. Et c'est souvent l'axe stratégique et marketing sur lequel nous nous positionnons pour promouvoir les nouveaux produits français sur le marché coréen. Alors, le Korean New Deal, c'est le plan de relance de la Corée qui est centré sur l'innovation et l'environnement. Il apporte d'abord une série d'aides pour l'innovation dans les industries traditionnellement importantes pour la Corée, comme la construction navale, la production d'acier, les équipements domestiques, les outils industriels et le textile. Il cherche ensuite à promouvoir de nouvelles industries. Donc, c'est le plan Big Three qui se concentre sur le véhicule zéro émission et le véhicule autonome, le secteur de la santé et la nouvelle génération de semi-conducteurs. Par ailleurs, le plan DNA cherche à développer les secteurs du digital, en particulier concernant les data, network et artificial intelligence. Et surtout, le plan innovation de la Corée cherche à favoriser les coopérations au sein et entre les secteurs industriels. Donc, le deuxième volet, comme j'ai dit, porte sur les aspects environnementaux. La Corée a annoncé de grands projets d'infrastructure dans le solaire, comme le projet Semangum pour un montant de 5 milliards d'euros, et dans l'éolien offshore, comme les projets Shinan et Ulsan, qui représentent des investissements de l'ordre de 30-40 milliards d'euros, ce qui en font les projets les plus ambitieux au monde. Il y a également un grand projet de structuration de toute la filière hydrogène avec des unités de production, de distribution et bien sûr des projets de véhicules, de bus, de tramways à hydrogène. Le Korean New Deal procède aussi à une nouvelle spécialisation territoriale de la Corée en ciblant ses aides selon un ou deux secteurs par territoire. Il existe donc aujourd'hui en fait une structure assez compliquée avec des collectivités locales qui sont très autonomes en matière de développement économique et qui se superposent à des zones franches, des zones économiques franches qui disposent de leurs propres compétences et maintenant une nouvelle couche d'équivalent de pôle de compétitivité géré au niveau national. Voilà, donc ça conduit parfois à des doublons et à des calculs compliqués si vous souhaitez savoir où est-ce qu'il est le plus intéressant de s'installer. Mais c'est évidemment un élément très important pour les investisseurs et notamment pour les investisseurs étrangers. Alors pour les investisseurs étrangers, il existe de nombreuses aides financières. Dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais simplement vous donner les grandes orientations qui sont suivies dans l'octroi de subventions publiques en Corée pour les investissements étrangers. Alors, tout d'abord, si vous investissez dans une usine ou dans un site qui a vocation à créer des emplois locaux, donc la demande sera évidemment jugée plus favorablement. Également, si vous investissez dans des centres de R&D, comme on l'a vu, la Corée cherche à intensifier ses efforts en matière d'innovation et il y a beaucoup d'aides en la matière. Par ailleurs, donc, la Corée se positionne de plus en plus comme un hub régional
Elle profite en particulier des difficultés rencontrées par certains pays de la région pour attirer des sièges régionaux de grands groupes. Et enfin, le critère du lien entre le secteur et le territoire est également important, comme on l'a vu sur la slide précédente. En particulier, donc, toutes les chances seront de votre côté si vous apportez bien sûr une technologie spécifique, si vous créez des emplois, si votre projet est complémentaire par rapport aux projets locaux et selon son impact économique et puis toutes les qualités intrinsèques de votre projet. Il y a ensuite toute une série d'aides mises en place de longue date, notamment pour soutenir l'emploi, le recrutement des jeunes par exemple. Il existe aussi des subventions spécifiques. Si vous mettez en place un système de flexibilité comme du télétravail ou des horaires aménagés. Et enfin, il y a de nombreuses aides ponctuelles qui se sont multipliées depuis février 2020 dans le contexte de crise. Et donc, l'un des rôles de la FQSCI, c'est évidemment de suivre de près ce sujet des subventions publiques pour bien orienter nos membres, d'autant plus que la plupart des informations sont en coréen et donc sont difficiles d'accès. Alors, parmi les investisseurs étrangers importants en Corée, il y a bien sûr la France, qui est très présente. La communauté française est la première communauté de l'Union européenne en Corée, avec 3800 ressortissants français actuellement, dont 3200 résidents. Alors, en 2020, il y a eu une forte réduction du nombre de Français, en particulier pour les séjours courts et les étudiants. Mais pour toutes les autres catégories, on constate une légère augmentation sur l'année 2020, en plein contexte Covid, ce qui témoigne du maintien de la présence économique de la France en Corée. En termes d'entreprises, on compte aujourd'hui 220 entreprises françaises installées en Corée, c'est-à-dire des filiales de groupes français, hors entreprises créées par des Français en Corée, qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ces 220 entreprises emploient 26 000 salariés et représentent un chiffre d'affaires global de 14 milliards d'euros. Le stock des investissements directs français en Corée atteint 5,2 milliards d'euros à la fin de l'année 2020. Et par ailleurs, si on compte toutes les entreprises qui ont un courant d'affaires avec la Corée, sans pour autant s'installer en Corée, on arrive au chiffre de 8 400 entreprises. Donc, la somme des échanges commerciaux atteint 9,3 milliards d'euros, plutôt à l'avantage de la France, puisque ce volume est composé de 5,2 milliards d'euros d'exportation française vers la Corée et 4,1 milliards d'euros d'exportation coréenne vers la France. La Corée est d'ailleurs le 9e excédent commercial de la France. Donc, ces échanges ont augmenté de façon constante depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre la Corée et l'Union européenne dont on a parlé, sauf en 2020 où il y a eu une baisse, mais qui est générale et donc pas spécifique à la France, bien sûr. Dans la balance commerciale, la France exporte en Corée essentiellement dans les secteurs de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, du luxe ou de la pharmaceutique. Et la Corée exporte en France surtout dans les secteurs de l'automobile et du matériel électronique. Donc, la France et la Corée sont deux partenaires économiques importants. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le ministre français en charge du commerce extérieur lorsqu'on l'a reçu à la Chambre de commerce en décembre dernier. La tendance actuelle est même très favorable aux exportations françaises, puisque d'une part, la Corée cherche à mieux diversifier ses sources d'approvisionnement, qui sont aujourd'hui très concentrées sur la région Asie. Et d'autre part, comme on l'a dit, les consommateurs coréens qui ne peuvent plus voyager se tournent davantage vers des produits haut de gamme ou qui se différencient par rapport à l'offre existante. En fait, ce qu'ils consommaient auparavant à l'étranger, ils le consomment maintenant en Corée par la force des choses. Et cette tendance donc, est vraiment très favorable pour les produits français. Alors, la situation sanitaire en Corée, donc
comparativement aux autres pays du monde, est plutôt bonne. Donc, malgré un premier pic qui est arrivé très tôt parmi l'un des premiers pays dans le monde, dès le mois de février 2020, où il y a eu 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne hebdomadaire, ce qui avait suscité à l'époque beaucoup d'émotions et d'inquiétudes en Corée et partout dans le monde. Et finalement, donc, les mesures énergiques prises par les autorités sanitaires ont permis de réduire drastiquement le nombre de cas, qui est resté relativement faible jusqu'à l'été 2020. Il y a eu ensuite un petit relâchement au mois d'août avec une nouvelle vague de contamination jusqu'à 450 cas par jour, qui a été maîtrisée à partir de septembre. Et le pays a connu une troisième vague en restant quasiment tout le mois de décembre autour de 1000 nouveaux cas quotidiens. Donc aujourd'hui, le nombre de cas se situe autour de 400 par jour. Donc au total, on peut dire que la gestion de la crise sanitaire en Corée a été efficace sur le plan sanitaire, mais aussi que la Corée donc, a su trouver un équilibre satisfaisant entre les exigences sanitaires et les exigences économiques. Donc, la maîtrise de la pandémie a été possible, vous le savez, grâce à la stratégie dite des 3 T, tester, tracer et traiter. La Corée a bien anticipé en assurant son approvisionnement en tests PCR, notamment auprès d'acteurs locaux. Dès le début de la crise sanitaire, les campagnes de tests ont été massives. Lorsqu'une personne est testée positive, elle est immédiatement traitée et mise en quarantaine pour 15 jours au moins. Et les autorités sanitaires tentent également de remonter toutes les chaînes de contamination pour les personnes qui ont été en contact avec une personne malade. Alors pour ce faire, elle utilise une plateforme de tracking qui exploite des données provenant des téléphones mobiles, des cartes bleues et des caméras urbaines. C'est une plateforme qui a été mise en place très rapidement par le ministère en charge des infrastructures sur la base d'un système développé pour les smart cities et dans le cadre d'une législation d'exception qui a été adoptée justement pour pouvoir faire face aux crises sanitaires. En fait, dans la législation coréenne, il y a deux législations d'exception qui prévoient de pouvoir utiliser des données personnelles récoltées par les opérateurs de téléphonie mobile et les banques. La première s'applique dans le cas de menaces contre la sécurité nationale, en pratique pour tout ce qui concerne la Corée du Nord, et la deuxième s'applique en cas de crise sanitaire. Voilà, donc en somme, la bonne gestion de la Corée s'explique surtout par sa préparation, son anticipation, tant au niveau de sa législation qu'au niveau des équipements sanitaires et de la flexibilité de son outil de production pour s'adapter rapidement aux priorités nationales. Voilà, donc si vous cherchez de nouveaux relais de croissance et un marché dynamique, la Corée constitue le bon choix et on va voir avec Sonia donc, les différents moyens de se développer en Corée. Merci. Donc, merci Cédric. Donc, en effet, nous, on va pouvoir avancer un peu plus sur le volet davantage implantation, donc les différentes étapes pour arriver dans son développement en Corée du Sud. Donc déjà, pour commencer, pourquoi venir en Corée? Donc comme l'a dit Cédric juste avant, la Corée devient de plus en plus un hub de l'Asie. C'est un pays qui est très suivi de ces pays en fait, voisins dans plusieurs secteurs. Et donc, ça peut être un moyen, en effet, de pouvoir vous développer et donc accélérer votre développement, non seulement sur la Corée du Sud en tant que telle, mais sur la zone Asie. C'est également un bon moyen de gagner en réactivité, car on sait que les Coréens ont cette particularité d'être vraiment attentifs à la relation, à la rapidité d'échange. Il y a un exemple que je présente très souvent aux entreprises que l'on accompagne. C'est, voilà, vous faites un rendez-vous avec une entreprise à 11 heures, par exemple. Elle va attendre que vous fassiez un retour dans l'heure. Et si ce n'est pas le cas, elle considère ça comme un manque d'intérêt en fait pour votre relation professionnelle. Donc bien entendu, elles sont plus indulgentes lorsqu'il s'agit de relations internationales, mais il n'empêche que le fait d'être situé quand même à un niveau de décalage horaire assez important entraîne parfois un manque de réactivité qui peut être mal interprété. Et donc le fait d'être sur place, bien entendu, vous permet de pouvoir gagner en efficacité de ce côté-là.
Ça vous permettra également d'être plus en accord avec les réalités du pays, donc les évolutions. Là, on le voit dans le cadre de la crise, le fait d'être sur place vous permet vraiment au fait des différents changements qui occurrent au jour le jour. Et donc, de fait, là encore, on parle de réactivité, de vous adapter plus facilement pour prendre une stratégie qui va être de pair avec les nouveaux changements. Et enfin, ce qui est important quand vous voulez venir vous développer ici, c'est d'avoir un projet sur le moyen et long terme. On a des sociétés qui viennent, qui montent une structure locale et qui finalement vont avoir très peu d'activités ici, ou alors la Corée ne sera plus un pays prioritaire pendant un temps, donc elles vont le laisser de côté. Et finalement, quand elles reviennent 5 ans après, par exemple, elles vont devoir s'y reprendre. Le problème qu'il y a, c'est qu'ensuite, vous êtes enregistré depuis un moment ici, et quand vous allez voir de nouveaux partenaires, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passait. Donc ça peut être parfois une source d'inquiétude, en tout cas de questionnement de la part de vos partenaires. Donc, le schéma qu'on constate en général en matière de développement en Corée va être le suivant. Donc, on passe par un importateur qui va être à la fois un peu cet agent qui va gérer l'ensemble de vos démarches administratives vers la Corée et la distribution qui va aller avec. Une fois que la relation s'est créée, que vous voyez qu'il y a un petit peu d'activité, mais vous voulez un petit peu booster tous vos échanges avec la Corée, l'une des possibilités, c'est le portage. Donc, le portage salarial, ça consiste à avoir un employé dédié à votre entreprise, à votre activité, qui va être employé par une structure. Donc, nous, à la Chambre, on le propose également. Et donc, on va accueillir, si vous voulez, un employé de votre entité qui va vraiment faire du business development, aller rencontrer les partenaires, peut-être répondre à des appels d'offres avec votre agent local. Ça permet, là, encore une fois, de gagner en activité sans pour autant, si vous voulez, avoir toute la difficulté administrative que peut engendrer la création d'une structure. Les étapes suivantes que l'on constate souvent dans ce petit cheminement vers l'implantation en Corée, donc c'est la création d'un bureau de liaison qui est possible si votre représentant est coréen. Et donc qui permet là encore d'avoir une structure permettant de poursuivre les démarches du portage, donc de business development, de relations avec les partenaires et les clients locaux, sans pour autant avoir quelque chose de trop lourd qui peut être très engageant aussi quand on commence sur un pays et qu'on a encore envie de voir un peu comment les choses vont évoluer avant de se lancer un peu plus dans nos démarches. Et donc ensuite, on va avoir le choix entre la succursale ou la filiale et on verra que pour faire ces choix-là, il y a différents paramètres qui rentrent en compte. Ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on choisit. Donc on va le voir, il y a certains critères qui permettent de s'affirmer davantage dans le choix qu'on va faire, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, notamment, l'objet social est très important en Corée. Donc, quand vous allez vouloir vous implanter ici, il va falloir réfléchir à est-ce que j'ai une activité non commerciale? Donc, est-ce que je vais facturer en Corée ou pas? Si c'est non, dans ce cas-là, on passera, je l'ai dit tout à l'heure, par un bureau de liaison qui est un système assez simple et peu coûteux par rapport aux deux autres types de structures. Mais là encore, la problématique, c'est qu'il vous faudra avoir un employé coréen. Vous ne pourrez pas avoir d'employé étranger, en tout cas au lancement. Si par contre vous souhaitez avoir une activité davantage commerciale, peut-être une usine, un projet davantage sales, on va dire, on va avoir le choix donc de la succursale, dans le cas où votre activité est 100% identique à celle du siège. Donc si demain, un exemple assez simple, vous vendez des fleurs en France et vous voulez vendre des fleurs en Corée, ce sera avec une succursale. Et si en revanche, vous voulez être un peu plus libre, voilà, vous vendez des fleurs, mais vous voulez aussi vendre des voitures ou fabriquer, donner des cours, vous passerez par la filiale ou en tout cas une entité juridique locale, qui est donc beaucoup plus simple en matière d'objet social. Vous êtes plus libre de votre activité, de modifier ce que vous allez faire en local. En revanche, là où il y aura une différence, c'est que dans le cadre donc, de la filiale, dans l'entité locale, il y a un investissement
qui est nécessaire. Celui-ci peut aller de 100 millions de won, donc environ 76 000 euros, et 300 millions de won, environ 230 000 euros. C'est une grosse différence. Celle-ci va être simple à saisir, en fait. Dans le cas où vous avez déjà une structure en France, on passera davantage, donc du coup, par l'investissement de 100 millions de won, puisqu'il y a un rattachement, si vous voulez, d'investissement étranger. En revanche, si vous êtes un indépendant qui souhaitait monter votre structure en Corée pour la première fois, on passera davantage par l'investissement à 300 millions de won. Dans le cas où vous souhaiteriez avoir 2 représentants en Corée, 2 représentants étrangers, il faudra donc multiplier cet investissement initial par le nombre de représentants. En tout cas, voilà, c'est un investissement à faire au début qui est assez conséquent, mais qui n'est pas bloqué, dans le sens que vous l'utilisez pour les dépenses courantes de l'entreprise. Donc, ça permet de couvrir les frais, si vous voulez, pour la première année, en tout cas, de la société. Alors, on va avoir ensuite, donc, dans le cas de la filiale, avec l'investissement, 2 sous-catégories à prendre en compte, avec leur spécificité là encore, et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc, on va avoir la TUSIC OSA, qui est un peu l'équivalent d'une SA en France, la Yuan OSA, qui est d'une SARL. Mais là encore, on va avoir des différences sur ce qu'il faut un commissaire aux comptes, est-ce que l'on va devoir faire des déclarations publiques. Il y a différents éléments qu'il faut regarder. Donc, il faudra bien préparer votre business plan. Et nous, bien entendu, on pourra vous renseigner et vous conseiller sur la structure et la sous-catégorie de structure également qui est le plus adaptée pour votre projet. Mais bon, c'est vrai que de façon générale, on constate que la Yuan OSA, donc la SARL, c'est le modèle qui revient le plus et qui est le plus apprécié par les personnes qui s'installent en Corée ou qui développent leur entité en Corée, parce que ça permet d'être beaucoup plus libre, si vous voulez, dans vos opérations. Et notamment, on n'a pas d'obligation de communiquer les informations financières, donc les résultats de votre structure en Corée tous les ans. Voilà, au niveau des ressources humaines, donc si on part du cas où vous allez passer par une succursale ou un bureau ou une filiale, excusez-moi, on va avoir 2 choix. Alors, est-ce que votre employé est d'origine étrangère? Donc, pas seulement français, il peut être américain ou étranger. Si oui, dans ce cas-là, il devra être nommé représentant afin de pouvoir obtenir un visa lui permettant de résider en Corée. Il pourra bien entendu être accompagné de ses proches si c'est le cas. Et donc, il aura un visa D8 ou D10 en fonction du type de structure. Donc, le D8 pour l'investissement et le D10 pour la succursale. Si votre employé en Corée est de nationalité coréenne, dans ce cas-là, vous pourrez nommer un représentant qui est basé en France et donc celui-ci n'aura bien sûr pas la nécessité d'être de façon permanente en Corée. De façon générale, l'ensemble des démarches de création peuvent se faire à distance. Donc là, actuellement, on accompagne quelques entreprises, 4-5 sociétés dans leur développement, elles n'ont pas eu le temps de venir en Corée. C'est vraiment un plus dans le sens où avec le Covid, on sait à quel point ça peut être difficile. Un autre élément sur les ressources humaines qu'il faudra avoir en tête lors de votre business plan, ça va être au niveau des employés et des visas. Donc, on l'a dit, donc vous avez votre représentant, il est français, il a son visa de représentant, très bien. Après, si vous voulez avoir des employés étrangers en plus de ce représentant-là, il vous faudra d'abord avoir 5 employés coréens. Il y a des quotas, donc c'est un étranger pour 5 Coréens. Donc, on a des cas où des sociétés, voilà, elles ont le représentant, elles commencent à se développer, elles ont peut-être 1 ou 2 employés coréens ou en tout cas des employés étrangers mais qui ont un visa équivalent à un visa coréen. Donc, ce sont les personnes qui sont épouses ou époux de personnes coréennes. Et si voilà, vous êtes qu'à 3 Coréens dans votre équipe, vous voulez un étranger en plus parce qu'il a une expertise, c'est un ingénieur qui a un savoir-faire différent et que vous ne trouvez pas en Corée, dans ce cas-là, une alternative, c'est passer par le portage aussi. Donc, on peut avoir des situations un peu mixtes. On va avoir des sociétés qui voilà, sont pas encore assez grosses pour avoir assez de visas pour leurs ingénieurs ou leurs employés étrangers et qui passent par un portage pour justement pallier à cette difficulté et avancer dans leur développement en Corée. Toujours au niveau des ressources humaines, la Corée, c'est un pays qui est très éduqué. Hein. Les gens sont même
surdiplômés. Et de fait, on peut avoir des niveaux de salaire qui sont finalement surprenants. On peut être surpris du niveau de salaire qui est parfois plus élevé que ce que l'on imagine. Et donc, il est important d'être bien entouré aussi pour pouvoir proposer la bonne tranche de salaire à la bonne typologie d'employés. Et là encore, nous, on pourra vous mettre en relation aux besoins avec des membres de la Chambre qui sont donc spécialistes. Nous aussi, on pourra vous donner nos conseils à ce niveau-là, mais on a également des membres qui sont donc responsables de recrutement ou alors chasseurs de tête qui seront tout à fait à même de vous accompagner dans vos démarches à ce niveau-là. En Corée, on distingue donc 4 assurances sociales obligatoires auxquelles l'employé doit souscrire pour l'employeur doit souscrire pour ses employés. Et donc, cela représente environ 20% du salaire brut de l'employé. S'ajoute à cela une sévérance. Donc, la sévérance, c'est une sorte de prime de départ qui est versée à tout employé qui a enregistré au moins 1 an d'ancienneté dans la société. Et celle-ci doit être versée, peu importe la raison du départ de l'employé, que celle-ci soit volontaire ou que cela soit dû à la fin d'un contrat ou à un renvoi. Celle-ci est obligatoire et doit être versée dans les 14 jours suivant la fin du contrat de l'employé en question. Là également, de façon générale, il est important de bien vous entourer. Le système coréen est assez particulier. Donc, le prélèvement donc, se fait tous les mois. Donc, les salariés sont également prélevés à la source. Mais il y a un calcul initial qui est fait au lancement du contrat et un recalcul avec des ajustements qui est fait de façon mensuelle. Par l'entreprise également annuelle. Donc, on va recalculer par rapport à ce qu'on a versé le mois précédent, peut-être à ce qui a été dépensé le mois précédent, à ce qui a été ce que l'employé a gagné l'année précédente également. Donc, il y a des réajustements qui se font de façon permanente et donc, il est important d'être au courant de ces modèles de calcul pour vraiment ne pas faire d'erreur et ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. L'employé également, il aura un réajustement de ses taxes en fin d'année, ou en tout cas en début de l'année suivante à laquelle il a commencé, pour voir s'il a cotisé plus, trop ou pas assez. En fait, on fait une sorte de calcul, on va prélever tous les mois une estimation à 80, 100 ou 120%. Et à la fin de l'année, on va comparer ce que vous avez réglé en taxes avec le montant dépensé, donc la contribution que vous avez faite au gouvernement coréen en dépensant tout au long de l'année, et avec les nombres de personnes à charge. Et avec tout ça, on fait un calcul et on voit si vous avez payé trop. Dans ce cas-là, on vous fait un remboursement de taxes. Et si vous n'avez pas dépensé assez, dans ce cas-là, il est possible qu'on vous ajoute un petit peu de taxes. Voilà, c'est un peu compliqué, donc il y a vraiment d'avoir des gens autour de vous qui puissent vous renseigner au quotidien sur ces questions-là. Les autres schémas possibles, autres que la création en tant que telle en Corée, on va avoir les franchises, le modèle des franchises, le modèle des joint ventures et des fusions-acquisitions. Donc, déjà dans le premier temps, pour ce type de format-là, il est primordial de s'adapter au marché. Donc, on dira toujours qu'un copier-coller d'un modèle ne garantit pas le succès de votre entreprise en Corée. C'est le cas notamment de Carrefour, par exemple, qui avait essayé de s'implanter en Corée il y a quelques années de là en gardant un peu son modèle à la française. Et on se dit, écoutez, moi, je vais continuer à ma façon. Je suis le grand Carrefour. Et finalement, qui n'a pas pu s'adapter au marché coréen et donc a dû se retirer. Dans le même temps, la Tesco, donc l'équivalent Carrefour en Angleterre, qui lui s'est mis en collaboration avec Samsung pour créer la structure Home+. Et eux, pour le coup, ils ont plutôt bien réussi, ils sont bien adaptés au marché. Et à l'heure actuelle, ils développent plutôt bien. Ils sont un des acteurs principaux également du marché retail en Corée. On va également avoir donc le modèle des franchises qui, là, en général, passe généralement par un importateur ou une grande entreprise qui va investir vraiment dans votre marque ou dans vos produits et développer les points de vente en Corée. Dans le cas des joint ventures et des M&A, c'est intéressant à plusieurs niveaux, mais il faut également être vigilant.
C'est intéressant, pourquoi? Parce que vous avez un partenaire coréen, vous faites un mariage, vous créez une JV ou vous achetez l'entreprise, vous bénéficiez des ressources qui sont sur place, du réseau de partenaires, donc ça peut être assez tentant de partir là-dessus, mais c'est un modèle qu'il faut favoriser quand vous avez déjà une collaboration existante en Corée, parce que tout se crée dans la relation, et le fait de racheter une structure qui finalement vous ne connaissez pas trop peut parfois être source d'ennui. Dans ces cas de figure-là également, il vous faudra bien comprendre la culture coréenne, donc la façon de faire les affaires en Corée, puisque ça va être un pan primordial d'un mariage réussi. Il y a également la notion du nom qui est valable pour les JV et les MNA, mais qui est également valable dans l'ensemble de vos démarches avec la Corée, qui est différente. Alors en effet, en France, quand on n'est pas d'accord, on va dire non fermement, on va être assez direct. En Corée, ce n'est pas le cas. Déjà en Corée, quand on dit non, ça n'a pas le même sens. Donc, le non et le oui même d'ailleurs. Donc un exemple, si demain je vous dis mais t'es pas fatigué, ça va? Bah, on va répondre, nous en français, bah non, je ne suis pas fatiguée, ça va. En coréen, on répondra oui. Oui, je ne suis pas fatiguée. Ou, ce qui signifie en fait, oui, j'ai compris ce que tu me dis, j'ai compris ce dont tu parles, et en effet, tu as compris ce dont je parle également. Donc la notion est différente. Pour le nom aussi, là où il y a une variante, en France, si on n'est pas d'accord, on va dire non, mais ce que tu racontes, c'est pas vrai, ou je ne suis pas d'accord. En Corée, on n'est pas aussi direct. On va répondre, on va faire comprendre le non en répondant par un silence ou en posant d'autres questions qui ne sont pas nécessairement liées directement à la question abordée. C'est un des petits éléments culturels qui est important dans le cadre d'une JV ou d'une acquisition, mais qui est vrai dans tout le processus en fait, de développement. Et on voit là l'importance finalement de comprendre ces codes-là. Donc avec le Covid, on a plusieurs sociétés qui avaient des projets de M&A et que l'on a accompagnés donc à distance, si vous voulez. Donc on a mis à disposition à nos chefs de projet. Et on s'est rendu compte finalement que le fait qu'on ait un chef de projet coréen qui vienne rencontrer ces entreprises-là, les entreprises en question étaient beaucoup plus à l'aise, ont osé dire les choses à notre chef de projet, qui lui a pu faire remonter l'information à l'entreprise française pour justement pouvoir adapter la stratégie et puis faire en sorte que tout se passe bien. Donc, on voit que ça permet aux Coréens de se sentir plus à l'aise et plus en confiance, et ça aide beaucoup finalement dans le développement en Corée. Donc, on voit, c'est un peu le cercle. Hein. On va avoir quelqu'un sur place pour la réactivité, pour la confiance d'un Coréen, si possible. Ça permet vraiment de développer et d'accélérer votre développement et la relation de confiance qui va se créer avec votre partenaire ou vos partenaires en Corée. Donc au niveau, donc rapidement, des services de la Chambre, donc nous, on peut vous accompagner en effet à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'étude de marché, vous conseiller sur votre business plan en Corée, sur les meilleures stratégies à adopter, sur les partenaires les plus pertinents pour votre développement local, et on pourra également, si vous le souhaitez, vous accompagner dans la création en tant que telle, les demandes de visa, et c'est un sujet qui là aussi évolue beaucoup récemment avec le Covid, donc c'est un sujet qu'on suit de très près pour être justement présent pour agir et faire en sorte que les sociétés étrangères et notamment françaises puissent se développer à l'export et en Corée du Sud. Est-ce qu'il est facile de gagner la confiance en Corée sans le rôle d'un garant local? Alors, un garant, je pense que vous entendez par là, parce que c'est un employé sur place ou quelqu'un sur place. Ne pas avoir quelqu'un sur place ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner la confiance. Au contraire, je l'ai dit au début, souvent on commence par un importateur agent. Donc pour gagner la confiance de cet agent-là, il est important quand on est réactif, quand vous voulez visiter hors période Covid, bien entendu. N'hésitez pas à aller dîner avec eux, à aller au karaoké. Bon, c'était un autre temps. Maintenant, c'est plus forcément la meilleure période pour ça. Mais en tout cas, quand ce sera possible, n'hésitez pas à faire ça. Voilà, la réactivité, l'échange. En Corée, il y a également tout ce volet culturel qui est lié à la langue.
En coréen, on a 7 niveaux de langue, hein, donc c'est très loin de notre vous et tu en français. Et en fait, on va parler à son interlocuteur à un différent niveau en fonction de son statut, mais également de son âge. Et en général, vous allez vous rapprocher et peut-être descendre d'un niveau de langage si vous avez des points communs. Donc, par exemple, vous êtes allés à la même école, vous êtes tous les deux fans de tennis ou de foot ou de golf, et ça permet de créer un lien. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, je dirais, voilà, c'est le fait de ne pas être trop direct. On a vu trop de cas d'entreprises françaises qui échangeaient avec leur partenaire local, donc sans pour autant être encore une fois placées en Corée, et qui répondaient trop directement et trop fermement à leur partenaire, ce qui avait tendance à rompre un peu la confiance qui s'était créée par le passé. Donc, il faut être vigilant là-dessus pour justement que ce soit une compréhension mutuelle et qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là. Voilà, de façon générale, non, ce n'est pas difficile de gagner la confiance. Il faut, donc en effet, ils sont plus à l'aise avec des Coréens, parce que c'est vrai qu'en Corée, on ne maîtrise pas forcément tout le temps l'anglais très très bien. Hein. Ils s'améliorent et souvent ils ne maîtrisent pas trop mal à l'écrit. Mais c'est vrai que pour finir, la Corée, c'est un pays très confucianisme où la hiérarchie rime souvent avec l'âge. Donc le plus on est haut placé, le plus on est âgé. Après, c'est le schéma traditionnel, même si ça tend un peu à évoluer. Et c'est vrai que la personne les plus haut dans la hiérarchie sont pas forcément celle qui maîtrise le mieux l'anglais. Donc, je pense que c'est de ce point de vue-là aussi que le fait d'avoir quelqu'un coréen qui peut vous aider, vous accompagner dans vos démarches, c'est un plus, surtout au début dans cette période de construction de confiance en fait avec le partenaire. Donc là encore une fois, nous on accompagne beaucoup à ce niveau-là. J'ai donné l'exemple d'un rachat, mais on le fait également avec de la représentation commerciale, pour vraiment aller à l'avant des partenaires pertinents potentiels, présenter vos projets pour que les acteurs locaux puissent avoir une bonne compréhension, puissent être rassurés aussi de voir que finalement vous passez par au début au moins le fil de la chambre, donc ça les rassure un petit peu. Et après, bien entendu, si vous prenez en compte ces questions de réactivité, de ne pas être trop direct, il n'y a pas trop de difficultés pour vous lancer sur la Corée avant de passer, bien entendu, aux étapes suivantes pour, encore une fois, là, plus dans une optique d'accélération de votre développement. Alors, bonjour, comment sont considérées les femmes dans le milieu des affaires ? La question de l'égalité homme-femme, c'est un débat qui est très présent naturellement en Corée, où les inégalités restent fortes. Dans les classements internationaux, la Corée se situe toujours à un rang très en retrait par rapport à l'ensemble des autres pays. Donc cela, en tout cas, il y a des initiatives pour que cela change, en particulier dans le cadre de la journée internationale des femmes. C'était cette semaine. Le président Moon a annoncé donc une loi qui va imposer aux grands groupes d'avoir des femmes dans le board des grands groupes, dans les conseils d'administration. Donc il y a certaines avancées, mais effectivement, quand on regarde les chiffres sur notamment les inégalités salariales, ces inégalités-là sont prononcées en Corée. Après, donc on voit de plus en plus de femmes dans les affaires, des femmes CEO et fondatrices d'entreprises qui marchent bien. Il y a un certain nombre d'exemples. Par exemple, là, en ce moment, le e-commerce naturellement marche très bien. Il y a une société qui a été fondée par une femme. Cette société s'appelle Market Curly et c'est une personnalité qui est très connue et reconnue pour son activité et son action. Donc voilà, il y a pas mal d'exemples de ce type-là, mais ça reste effectivement un peu exceptionnel.
quels sont les coûts du portage et du bureau de liaison? Ça va dépendre également, bien sûr, du salaire brut de votre employé, salarié identifié. Donc là, encore une fois, si ce n'est pas identifié, on pourra vous accompagner avec nos membres, notamment pour le recrutement. Et pourquoi ça dépend de ça? Parce qu'il va falloir, bien sûr, calculer les charges patronales. Donc, ça va jouer beaucoup. Après, en matière, donc dans les coûts, on va avoir du salaire brut, on va avoir des charges à régler. On va également avoir un volet sur la gestion administrative de la chambre de votre employé pour le calcul, vous savez, assez casse-tête que j'abordais tout à l'heure sur les réajustements, les recalculs, les ajustements des ajustements. Donc là-dessus, ça va être quelqu'un en nombre de jours hommes en fonction de la difficulté de la tâche pour un employé donné. Et enfin, nous avons l'obligation, d'après la loi coréenne, en fait, de pouvoir justifier d'une place dans nos locaux. Donc, on a un business center juste derrière, vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Et donc, on accueille plusieurs sociétés qui s'implantent ou qui viennent en portage ici. Au niveau du bureau de liaison, en général, on voit que ça coûte un petit peu plus cher que le portage, tout simplement parce qu'il y a des coûts du coup, de comptabilité et de setting au début notamment à prendre en compte, mais l'augmentation est assez limitée. Donc, on voit que c'est pour ça que c'est le schéma le plus favorisé par les sociétés qui se développent en Corée, d'avoir du portage et après un bureau de liaison. Non seulement c'est des solutions qui sont plus légères en matière de mise en place, mais qui permettent également de limiter les coûts par rapport à des succursales ou à des filiales. Autre question, donc réactivité des réponses dans les échanges, oui, et le quid des décisions. Les Coréens, ils sont vraiment à la recherche de réactivité. Il faut vraiment répondre tout de suite. Un autre exemple que je ne vous ai pas donné tout à l'heure, mais on a eu un cas d'une société qui avait rencontré à l'occasion d'une mission de prospection en Corée plusieurs structures de partenaires potentiels et clients partenaires potentiels de différentes tailles, et notamment un grand groupe parmi ces entreprises-là. Et la société française avait reçu une marque d'intérêt très prononcée par l'une des entreprises rencontrées. Souhaitant avoir le retour du grand groupe en premier, la société française a laissé de côté l'entreprise coréenne un peu taille plus intermédiaire et est revenue vers elle qu'au bout d'un certain moment, quand elle s'est rendue compte que le grand groupe ne revenait pas vers elle. Le lien à ce moment-là a été brisé parce qu'elle n'avait pas répondu assez rapidement. Donc en effet, on voit encore une fois qu'ils sont en attente de réactivité. Après, il est vrai qu'en revanche, de leur côté, ils vont parfois prendre un peu leur temps pour répondre, pour étudier le dossier, pour le faire monter aux différents étages de direction avant de vous communiquer leur retour, en fait, ou leur confirmation. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre le temps quand on veut venir ici. Ça peut aller très vite. La Corée, c'est le pays du pali-pali, qui veut dire vite. Mais dans le même temps, il y a d'autres fois où ça peut être un peu plus long. Oui, ça dépend des processus de décision interne et donc de l'organisation à laquelle vous adressez. Si vous êtes face à une PME, effectivement, ça est directement devant le décideur, ça peut aller assez vite. Si vous discutez avec des grands groupes, effectivement, là, ça peut être un peu plus long pour des raisons de process interne. Et puis, par ailleurs, pour prendre les décisions, je dirais qu'elles se prennent sur des bases peut-être un peu différentes de celles qu'on peut attendre en tant que Français, habitués à une culture des affaires française, où on va raisonner sans doute plus sur quand on est face à un projet, sur les différentes dimensions du projet, sur le business. Quand on est en relation d'affaires avec des Coréens, il faut aussi prendre peut-être davantage en considération le lien personnel que vous entretenez avec la personne. Il faut que grosso modo, le courant passe bien. C'est pour ça que d'ailleurs les questions peuvent dériver un peu sur des sujets qui ne sont pas directement liés au business dont vous discutez. Si les décisions se prolongent, c'est peut-être qu'il manque un peu de travail, j'allais dire, sur la relation avec votre interlocuteur.
Et ça, ça fait partie des choses qu'il faut essayer de sentir. Et surtout, il faut faire attention, alors qu'on n'est pas forcément habitué quand on négocie en France, où on pose les données d'un problème sur la table, on en discute et on essaie de mener les choses de façon très rationnelle et carrée. Alors qu'il y a peut-être un peu plus d'émotionnel et de personnalité dans la façon de faire en Corée, qui peut avoir un impact sur la prise de décision. Une dernière question. Est-ce un marché plutôt de chaînes de magasins ou de magasins indépendants très atomisés? Bon, c'est quand même beaucoup de chaînes. Ouais. Quand même beaucoup de chaînes de magasins. On va avoir différents types après de chaînes. On va avoir les Pionnier Jom, donc les petites supérettes de coin de rue, en fait, finalement, on peut dire ça comme ça. On va avoir les chaînes de magasins davantage hypermarchés et les grands magasins type Galeries Lafayette qui sont également très, très présents avec les grands groupes comme Hyundai qu'on connaît en France pour les voitures, mais qui ici est un groupe qui gère beaucoup plus que ça. On a également Samsung qui est présent dans les grands magasins. Ils ont chacun en fait loté, ils ont chacun leur grande chaîne de distribution pour des produits souvent plus premium. Après, il est vrai qu'il existe des petits magasins indépendants qui ont moins pignon sur rue, on va dire, mais qui ont des utilisations un peu différentes. Souvent, ça va être des boutiques type concept store, flagship store, ce type de choses qui vont davantage servir pour certains produits, donc ça peut être de la cosmétique, ça peut être du prêt-à-porter notamment, à être un peu la vitrine d'une société, notamment dans son lancement en fait en Corée. Souvent, ils sont situés dans les quartiers à la mode. Donc, on note par exemple Shinsa avec Galusogil, où on voit pas mal de magasins indépendants de ceci. Et donc la vente en magasin a beaucoup souffert naturellement pendant cette année 2020. Les ventes ont fortement diminué et de façon assez inégale selon le type de magasin. Les petits magasins indépendants ont extrêmement souffert. Ensuite, il y a les petits magasins qui sont rattachés à des grands groupes, donc eux aussi ont souffert. Ceux qui sont sortis le mieux, ce sont les grands magasins, les department stores, qui ont enregistré des baisses, mais les baisses plus réduites que les autres, notamment parce que les espaces sont plus grands et les clients s'estiment plus en sécurité d'un point de vue sanitaire dans ces magasins-là. Et également, donc comme j'ai dit, le e-commerce a très fortement augmenté. Aujourd'hui, le e-commerce ça représente 30% à peu près du retail. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion de la part des magasins de savoir ce qu'ils apportent et donc de se tourner davantage vers l'expérience pour le client. Et aujourd'hui, il y a des initiatives intéressantes qui sont faites par les grands department stores, notamment par exemple par Hyundai Department Store. Mais pour faire cette transition-là, il faut naturellement avoir beaucoup de moyens. Et c'est généralement uniquement les gros groupes qui peuvent s'engager dans cette transition-là. Donc voilà, les grands groupes ont moins souffert que les autres au cours de l'année passée et parviennent à faire évoluer leur modèle au niveau de l'expérience client et ce qui va sans doute leur permettre de mieux s'en sortir. Donc cette tendance de concentration des grands magasins, j'aurais tendance à dire qu'elle va s'amplifier et qu'elle est en train de s'amplifier aujourd'hui. De ce fait, le shopping en live streaming est très développé, comme en Chine, notamment du fait du Covid. Oui, tout à fait. Donc, c'est très développé et ça a fortement augmenté
pendant toute cette année 2020. Comme je vous disais, les augmentations sont de l'ordre de 25-26% en moyenne sur l'ensemble de l'année, avec beaucoup des variations assez fortes selon le secteur. Donc ça va beaucoup augmenter dans le F&B, sur l'aménagement intérieur, tout ce qui est ameublement, équipement, puisque les Coréens ont passé davantage de temps dans leur domicile, alors qu'avant ils y passaient beaucoup moins de temps. Donc il y a eu beaucoup de dépenses d'aménagement et d'équipement. Peut-être un peu moins dans la mode, en tout cas dans la mode grand public, puisque tout ce qui est fashion, luxe, ça a connu des augmentations importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la mode grand public, elle a un peu diminué, notamment avec le télétravail qui s'est mis en place, et puis le fait que globalement, on sort quand même un peu moins en Corée. Donc voilà, il y a des secteurs qui ont augmenté en ligne, mais de façon plus modérée que d'autres. Et j'ajouterais également, voilà, on voit en effet qu'il y a eu beaucoup de ventes en ligne dans plusieurs secteurs. Pour autant, on a des questions parfois d'entreprises qui nous demandent, écoutez, voilà, moi je veux venir en Corée, est-ce que je fais que du online ou que du offline? Et on a tendance à leur dire qu'il faut aller sur les deux. Ça permet pour les nouvelles marques qui veulent s'implanter en Corée de se faire connaître. La Corée, c'est un pays qui est très très connecté, donc sur Naver, qui est l'équivalent de Google en Corée, on va avoir des gens qui vont prendre des photos et poster des choses qu'ils ont vues dans les magasins pour ensuite essayer de les trouver sur Internet et les acheter. Donc finalement, il y a une sorte d'effet de va-et-vient entre le online et le offline. Et même s'il est vrai que le online est en croissance et que c'est un panel à ne pas oublier dans votre développement, il est très important malgré tout de pouvoir avoir une présence, ne serait-ce que minimale, en offline pour permettre aux gens de toucher les produits, de les voir et de gagner en confiance également dans ces deux produits-là. Donc, par exemple, si on voit vos produits, que ce soit des cosmétiques, de l'agro, des vêtements, dans un grand magasin, par exemple, c'est un peu gage de qualité aussi. Et donc, les gens n'hésiteront pas après à aller chercher sur Internet et du coup, à faire de promotion finalement, ce qui pourra engendrer des hausses de vente également en ligne. On vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci.